Histoire au coin d'idées 20, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Vampire édition 20e anniversaire, premier épisode. Présentation des personnages et première aventure. Publication initiale de cette histoire sur YouTube en juin 2020. Avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Bonjour ou bonsoir, si vous êtes à table, chers amis, ça faisait longtemps, j'ai le droit de le dire, Oui. Pour un nouveau Histoire au coin du D20, où nous allons vous parler de bière. Il est incroyable ce j'ai lu. Apkin que je n'ai jamais goûté, Mm. et donc ça va être la surprise. Ah bah moi j'ai déjà goûté la Apkin, enfin comme souvent des bières du jour. Mais elle est pas mauvaise, elle est sympa. Et, santé hein. Santé. Mon Dieu, en période de Covid, on ose faire des trucs comme ça. Je veux dire, on n'a pas touché le bout. Eh, fais gaffe. Parti. Voilà. Je l'avais dit. Et donc, émission sur Vampire. Vous m'avez dit Vampire, mais bien sûr que nous avons dit Vampire, mais on a déjà fait 3 vidéos sur Vampire, donc pourquoi nous parler de Vampire? C'est le retour de Vampire, le vrai, le seul, l'unique Parce Vampire. que c'est un des classiques. C'est l'un des grands classiques du jeu de rôle, et dernièrement, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais leur faire jouer à cette bande de crétins, hein, parce que c'est mes joueurs, donc je me dis, mais quelle bande de crétins. Ouais. Et puis bon, il se fait que Arkham Asylum nous avait quand même gratifié d'une version 20e anniversaire de la version classique de Vampire. Et donc, je me suis dit que j'allais masteriser ça. Au passage... Tant que je peux jouer un trémère, je suis toujours content. Voilà, monsieur est content. C'était entre la version 20e anniversaire et la 5e édition qui est sortie chez Arkham Asylum, qu'ils ont eu la gentillesse de me confier pour que je la lise. Et je l'ai trouvé très bien. Si ce n'est que je l'ai trouvé trop moderne. Il est vrai que la 5e version de Vampire... T'es vraiment un vieux con, hein. Non, mais je suis vraiment... Non, c'est ce qu'on disait avant l'émission. Je suis vraiment un vieux con. Moi, je l'ai pas lu, je peux rien dire. C'est-à-dire que, voilà, la version... la V5, j'ai toujours envie de dire... Enfin, la 5e édition de Vampire est particulièrement bien adaptée à notre monde d'aujourd'hui. Un monde qui prend en compte les GSM, l'internet, et ces trucs de jeunes. Mais moi, ce que je voulais masteriser, c'était la bonne vieille version sortie dans les années 90. Et j'ai même, 90, comme Si vous disent êtes à table, nos amis d'Outre-Québec. Et donc, j'ai même poussé le vice à annoncer à mes joueurs que la partie se déroulerait dans les années 90, en 91 ou 91, si vous êtes à table et d'Outre-Québec. Voilà. Et donc, je crois que la vidéo est finie. Non, Et donc, on vous dit à la semaine prochaine. Eh bien, moi, je trouve, j'étais content parce qu'en fait, c'est le genre d'univers, Vampire, et il y a même problème avec Toulouse. Placé à l'ère où Internet a autant d'ampleur, ça pose des questions d'un point de vue caché, le surnaturel. Oui, ça soulève plein de questions, Internet. Et je dois dire que je n'ai pas masterisé de jeux de rôle contemporains dernièrement, où il y a... Enfin, je veux dire... Comment ça se passe un Cthulhu quand tu peux googler Cthulhu? J'ai déjà masterisé un Cthulhu qui se passait en 2005, je pense. Et donc, c'était déjà pas encore le même truc. Mais si toute l'information, plutôt que les joueurs aillent à la bibliothèque, au journal, à la police, tout ça, s'ils peuvent juste dire, je tape sur Google, ça casse un petit peu quand même pour moi le truc. Les jeux de rôle contemporains sont mieux avant Internet. Quand il vous fallait des pièces de monnaie pour téléphoner dans une cabine téléphonique. Évidemment. Vous vous rendez compte, les gens? Et nous, on l'a fait, Vraiment, ça va être Histoire au coin du D20, les vieux croutons. Les vieux cons. Et Histoire au coin du D20, spoiler aussi. Parce que on va spoiler la campagne. Alors, oui. Chicago by Night, c'est ça? Alors, c'est Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, à revenir dans le passé et faire la grande époque de Vampire, je vais prendre la première campagne qui est sortie dans le cadre de ce jeu, qui est une campagne dans le cadre de Chicago by Night. Donc c'est, en gros, Chicago est une ville
un espèce de paradis pour les vampires. Sweet Home Chicago. Sweet Home Chicago, voilà. Les vampires sont les maîtres complets de Chicago. Et il y a une campagne qui s'appelle c'est Forge in Steel. Enfin bref, il y a toute une campagne qui est sortie dans les années 90 avec tout ça, que j'ai d'ailleurs eu un peu de mal à retrouver. Le tout premier scénario, le scénario d'introduction, j'ai dû faire des pieds et des mains pour le retrouver, mais je l'ai finalement retrouvé. Et donc nous voici en 1991 à Chicago, enfin près de Chicago, la ville juste à côté qui s'appelle Gary, qui est une ville en décrépitude, où le seigneur vampire de la ville de Gary organise une fête de Nouvel An. Et voilà, et c'est parti. Et en fait, j'allais dire, c'est absolument formidable, comme, de nouveau, on a joué, pendant 2 mois, ouais. Et on a fait un scénario qui tient en 8 pages. Il y a aussi le fait que Simplon a voulu vraiment nous présenter 100 000 personnages différents. Et ça fait partie du truc. Mais donc, faut pas s'étonner que quand on va rencontrer un personnage original, on va pas lui dire bonjour, clan, génération, voilà. Non, on faisait le cul. On faisait énormément de roleplay. Et ça fait partie du truc. C'est très chouette. C'est très chouette. Parce que c'est ça, hein, Chicago by Night, c'est un supplément qui raconte l'histoire de la ville, mais c'est surtout 70 PNJ. Voilà. Décrits, et avec leur carac et tout. Et t'es là, et t'as cette magnifique boîte à outils, et tu dis, waouh, j'ai tous ces personnages que je vais pouvoir mettre en scène, qui vont faire des saloperies et tout et tout. D'ailleurs, j'ai senti que ça t'inquiétait un petit peu de devoir jongler entre autant de factions, autant de personnages et tout ça. Hein. T'as vraiment, tu nous as demandé un temps de malade pour préparer tout ça. Oui. Moi, à ta place, j'aurais lu les 10 premières pages, j'aurais lancé, et j'aurais jonglé au fur et à mesure, tiens, voilà. Et toi, t'as voulu vraiment... Alors, oui, c'est Nurgle, MJ Parano. Oui, le premier scénario dit voilà, ce scénario se place dans le cadre de Chicago by Night. Vous n'êtes pas forcément obligé, enfin le livre te dit, tu n'es pas forcément obligé de lire tout le livre, parce que c'est quand même 140 pages de PNJ et leur histoire et l'histoire de la ville, etc., etc. Et le premier scénario, on met quelques-uns en place. Mais je voulais déjà savoir dès le départ quelles étaient leurs interactions et quelles sont les manigances. Parce que, évidemment, Vampire est un jeu de rôle de manigances, de trahison, de clans qui s'aiment, de clans qui s'aiment pas. En tant que Trémère, ça me choque d'entendre ce chose. Oui, effectivement. Encore une fois, je me suis dit, je vais me simplifier la vie en masterisant Vampire parce que c'est un jeu de rôle que je connais. C'est des règles que je connais, et je me suis rendu compte qu'en fait je connaissais rien du tout, et que ça demandait beaucoup de préparation. Ouais. Et donc on va vous commencer comme d'habitude en présentant les personnages. Zone Geek 101. Et je pense qu'on peut dire que si jamais vous commencez à connaître un petit peu nos joueurs, donc il y a moi, il y a Moustache, il y a Val et il y a Gigi. Et Robert. Non, il y a Régis. Voilà. Non, voilà. Donc, si vous commencez à connaître un petit peu les joueurs, vous commencez peut-être à voir certains clichés qui reviennent. Et je pense que les personnages de ce vampire sont très clichés. Sont parmi les personnages les plus clichés personnels. Je veux pas dire clichés dans le jeu de rôle. Je veux dire. Chacun joue son archétype. Voilà. Mais c'est pour ça que Vampire est génial. Il y a des archétypes pour tout le monde. C'est vrai. Pour l'enculé, pour le trou du cul, pour le connard, pour le salaud. C'est vrai. Pour Val aussi. Et voilà. Donc on commence par qui? On va commencer par moi comme d'habitude. Je sais pas. Non. En fait, je regardais derrière moi justement parce que ma petite inspiration est ici, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça tombe bien. La malédiction. Ah oui, c'est vrai. Amen, Damien, le truc bidule. Et donc, j'ai décidé. Je me suis immédiatement dit, Bon, déjà, je joue que des Trémères, moi. Les joueurs de Trémère souvent sont très fidèles à leur clan. Voilà, je me suis dit je vais jouer un truc un petit peu différent et un petit peu difficile. Je voulais un certain challenge social avec mon personnage, et donc j'ai décidé de jouer un enfant vampirisé. Et un enfant qui physiquement a 11 ans. J'ai 11 ans. Ouais. Ouais. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, d'accord.
Gélus fait encore son Gélus. Je t'ai fait un beau scénario, un beau Un background. bel et historique. tout, hein, Mais voilà. oui, mais en fait, la raison pour laquelle... Enfin, oui, je dirais ça après. Ouais, oui. Non, ok. C'est juste que, dès le premier scénario, il y a le personnage de Damian qui arrive, qui est le petit vampire qui, lui, a 14 ans. Oui. Et je me suis dit... Je savais pas, évidemment. Ah ben bien sûr que tu savais pas. Mais directement, je me suis dit, ok, c'est soi-disant... mais bon, et en même temps, c'est un jeu de rôle c'est une campagne, un jeu de rôle qui date des années 90. C'était censé être, oh, mon Dieu, un enfant a été vampirisé, un jeune garçon de 14 ans. Quelle malédiction, il sera enfant toute sa vie et tout. Et puis immédiatement, Gélus, tu vois, il crée un gosse. Et je me suis dit, tu bon, aurais pu changer ton PNJ. Voilà. c'est vrai que j'aurais pu. Et il y avait 2 enfants, hein. Il y a le chef des Trémères, Oui. que je savais pas que tout à la fin, j'ai oh putain. Ouais. Ils m'ont copié. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y avait le Damien. Ouais. Damien, comme par hasard. Ben, il s'appelle Damian. Voilà. Et donc, quel est ton 2 mots, mon personnage? Honnête, gentil. c'est un horrible petit sommeur de zizanie, qui c'est bon Trémère, c'est-à-dire j'essaye vraiment de me créer une liste de contacts, de me créer des informations qui me permettront de faire chanter les gens. Je suis gentil. Non, je suis pas horrible. Je suis surtout pas cruel. Je suis ambitieux et manipulateur. Franchement, pour un Trémère, t'es l'un des plus sains d'esprit et t'as été manipulateur juste comme il fallait. Voilà, fidélité au clan jusqu'au bout. Ça, je ne spoil rien. Et en gros, l'idée c'est que mon sire, donc c'est comme ça qu'on appelle le vampire qui vous vampirise, c'est votre sire. C'est un espèce de vieux excentrique un petit peu alchimiste comme ça, qui a vu en moi une sorte d'élu, l'élu des éléments. Et je suis parti dans ce trip de l'élu des éléments, et je n'ai donc pris des pouvoirs que autour du climat et des voilà. éléments. Ouais. Et donc c'est un pouvoir que j'ai pas pris tout de suite, mais je vais commencer à pouvoir faire des brouillards, je peux contrôler les flammes, je peux parler aux objets, ce genre de choses. Et donc et voilà, le truc indispensable si tu fais un enfant vampire, j'ai pas mal en domination, parce que tu peux pas faire autrement. Et domination, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment les pouvoirs pour manipuler les mortels. C'est l'hypnose vampirique. Voilà, c'est l'hypnose vampirique, voilà. C'est vraiment dire tu n'as rien vu, effacer la mémoire. Ce n'est pas ce droïde-là que vous recherchez. Voilà, je suis ton ami depuis 20 ans, si on veut chercher beaucoup plus loin. Domination, qui t'a fait... Domination qui t'a fait beaucoup suer dans cette partie. Domination me faisait et me fait encore suer en tant que maître de jeu. C'est un très bon pouvoir. C'est monstrueux. C'est un pouvoir vampirique qui peut potentiellement foutre tout un scénario en l'air. Je suis désolé de le dire et je le dirai autant de temps qu'il faut. J'essaye de pas en abuser. Le fait de pouvoir dire à un PNJ hey, salut, tu te souviens que t'es mon copain depuis 15 ans Comme par hasard, le flic qui vient pour vous arrêter, tu vois. Et bah oui, j'allais avant de partir dans tout ça, est-ce qu'on présenterait pas le reste du groupe? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Donc, nous avons Tiny Tim, ici présent, qui s'appelle comment? Kenneth. C'est Kenneth Bellamy. Kenneth Bellamy. Et en fait, personne n'a jamais rebondi là-dessus. Mais la blague, c'était un petit peu... Donc mon petit nom, c'est Kenny. Et c'est oh my god, they killed Kenny. C'était un petit peu la blague à la South Park. Et personne n'a jamais rebondi là-dessus. Et Bellamy, c'est le nom d'un pirate. D'accord. Et donc, nous avons Val, qui joue un personnage qui n'a pas de nom. Qui se fait appeler la puce. Ouais. La puce, ça prend tout son sens quand on sait que c'est une informaticienne complètement dingue, vampirisée, et qui est bien évidemment une malkavienne. Ah bah oui, parce qu'il faut toujours un malkavien dans un groupe, sinon c'est pas un vrai groupe de vampires. Et les malkaviens, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont les vampires fous. Quand ils deviennent vampires, ils deviennent complètement barjots. La folie court dans le sang des malkaviens, et donc Val est persuadée que son maître vit dans sa main. Et donc elle parle régulièrement à sa main, comme dans l'épisode de South Park. Avec, décidément, il y a beaucoup de références à South Park dans ce vampire. Exactement. Et donc voilà, c'est une informaticienne avec une
une sombre histoire, mais je n'en dirai pas trop parce Non, que non. vous n'avez pas encore Il y a des beaucoup secrets, ouais. joué avec elle. Bien Et sûr, bien sûr. tout le monde a ses secrets. Et Ce donc- que je sais, c'est que donc elle a des crises de violence par moment. Mhm. On l'a déjà vu massacrer des gens sans aucune raison. Et par contre, elle a un attachement Elle a- protecteur très important envers les prostituées. Et elle a fait brûler un clochard juste pour rire. Exactement, c'est de ça que je parlais. Et bah, le cas vient. Voilà. Et donc voilà. Et c'est un petit peu l'une des... c'est pas vraiment bourrine, mais c'est l'un des seuls personnages un petit peu combat du groupe. Oui, oui, oui. Parce que en gros, il y a deux personnages. Le mien, c'est une moustache. On est 0 en combat. Et les deux autres, aucun des deux n'est vraiment spécialisé en combat. Mais on a tous les trois fait des petits salauds manipulateurs. Bah oui, mais Tous les quatre, mais pardon. c'est très intéressant. C'est vampire. C'est vampire. Et donc nous avons le personnage de Gigi, Tout à fait. fidèle à lui-même, qui joue un artiste et qui s'appelle. C'est pas encore Jodorowsky. Non, c'est pas Jodo. Ici c'est Je ne me souviens plus. c'est Costez. Mais, Ah oui, Jean-Philippe Costez. Et donc oui, Gigi joue John Costez. Il a un autre surnom qui est basé sur l'artiste transgressif français Costez. Oui, celui qui met son micro dans son cul et qui le fait renifler. Enfin bref, c'est un personnage de Gigi, qui est un vampire du clan Toréador. Donc les vampires pour qui l'immortalité n'est qu'une grande œuvre d'art. Et, C'est bien dit, c'est beau. non, mais c'est vrai, les Toréadors sont l'un des clans les plus intéressants de vampires, même Ouais. s'ils sont souvent... Et ils sont au centre d'ailleurs de cette campagne. pour l'instant, oui, c'est vrai. Et donc, oui, pour eux, être immortel, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de créer l'œuvre d'art parfaite. Et donc voilà, mais seulement il a perdu la mémoire, hein, il vous l'a jamais vraiment dit, mais il ne sait pas qui il était avant d'être un vampire. Et il faudra d'ailleurs que je mette tout ça en place dans un prochain scénario, parce qu'ici, ça n'a pas du tout eu lieu. Tout ça pour ne pas avoir écrit un historique. Oui, ça fait vraiment, bon alors, je ne connais pas mon passé, je gagne 4 points de personnage, et puis c'est toi le maître de jeu qui écrira mon background. Voilà. Ok. Et donc lui, son truc, c'est l'hérité. Oui, il est d'une rapidité extraordinaire. Voilà. C'est un personnage qui s'est dit, j'ai pas besoin de force, j'ai un flingue et je tire très vite. Oui. Point. Et présence, c'est ça, présence de Et alors lui, oui. c'est pour vraiment fasciner la foule. Non, c'est-à-dire que voilà, avec présence, contrairement à domination, Domination, c'est de l'hypnose. Domination, c'est de l'hypnose, et ça fait que les gens, une fois qu'ils sont sous le pouvoir du vampire, vont un peu agir comme ça, ils vont avoir un drôle, enfin, un humain qui rencontre un autre humain qui est sous la domination d'un vampire va se dire, putain, ce mec, il est pas bien, il y a un problème, quoi. Alors que la présence de Gigi, C'est du charisme. c'est un du charisme charisme. surnaturel. Les gens l'aiment parce qu'ils le trouvent fascinant et ils le trouvent beau. Et donc, c'est encore beaucoup plus pervers. Ça fait que les humains ne vont pas agir comme des robots, comme des gens hypnotisés par la domination. Ils vont vraiment se dire, waouh, putain, ce mec, il est génial. Et donc, évidemment, ça ramène plein de gens dans tes concerts et ce genre de choses. Voilà. Et il reste... Et il reste Moustache qui joue donc Moustache. Et Moustache qui joue Moustache, c'est pas faux. Maximilien Noquel. Maximilien Noquel qui est un ventrou. Donc Moustache, ça doit être, c'est noble, c'est de la présence. C'est noble, c'est riche, Voilà. et ça Et traite tout le monde comme de la merde. Il y a de ça. Et donc c'est le max en ressources. Donc il est richissime, il est patron d'une grosse compagnie. Et tout ça, il s'habille bien, il a aussi domination, il a pas présence, non, lui il a force d'âme, il me semble. Oui, voilà. Lui, il résiste au coup. Il résiste au coup, et il a bien fait de Heureusement, prendre ce ça lui a sauvé pouvoir. la vie. Ouais. Voilà, c'est un personnage tout dans... C'est un patron, c'est un PDG d'entreprise américain. Sauf qu'il est pas américain, il est belge. Il est belge. Il joue un personnage belge, qui est un espèce de diamantaire arrivé aux États-Unis. Et qui est l'infant, parce que je disais tout à l'heure, le créateur c'est le sire, et le vampire créé c'est l'infant,
et il joue l'enfant de son ancien personnage de Vampire, l'âge des ténèbres. Voilà, l'âge des ténèbres, qui est Prince de Paris, c'est ça? Qui est le primogène Ventrou de dans la plus grande de Nîmes ou de Toulouse, Marseille, je sais pas. J'en sais rien. Ben, voilà, c'est l'un des vampires. Son personnage, forcément, de l'âge des ténèbres, vampire de 4e génération quand même. C'est pas de la merde. Et l'un des vampires les plus puissants de France. Et donc, il me sort comme ça. Ah oui, mais moi, je veux être l'enfant de mon personnage de vampire, l'âge des ténèbres. 4e génération, je sais pas si c'est possible. Même dans l'âge des ténèbres. Je crois qu'il était 4e génération. Je sais pas. Dans mon souvenir. De toute façon, en fait, c'est pas compliqué. Le personnage de Moustache est, je crois, 8e génération. Oui. Donc son maître doit être 7e. Eh bien, tout à fait. C'est ce que j'allais raconter. Et donc, je lui ai dit, mais écoute, c'est pas possible dans Vampire, la Mascarade, aujourd'hui, que tu te trimbales avec un vampire de 5e ou de 6e génération. Tu serais beaucoup trop puissant. Et donc, là-dessus, il est parti dans des... Il y a un chat, hein. C'est pour ça qu'on on n'est pas en train de caresser le sol. Il est parti dans un trip où, en gros, pour des raisons que vous ignorez, que je ne peux pas révéler, son sire a hérité, hélas, d'une malédiction qui fait qu'il produit des enfants moins puissants. Et... Ouais. Oh, comment ça? Ouais. Hey, oh, hein. C'est un des grands trips de Moustache, c'est d'essayer de relier tous ces personnages, même pas des mêmes univers, parce que là, il y a une certaine logique. Vampire, l'âge des ténèbres, Vampire à la Mascarade. Mais il essaye souvent de relier, de créer une sorte de cinématique univers, de holistic univers, il y a avec tous ces personnages. Il y a le Moustachique Universe. Voilà. Bon, et pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Mais voilà. Et donc, le scénario commence où il était une fois 4 branguignoles qui sont balancés à Gary, qui est une ville pourrie. Oui, Gary est une ville pourrie, est une ville vraiment vraiment pourrie. Je vous invite à aller chercher sur internet Gary, the City of Gary. Et c'est une ville qui est dans un état de décrépitude très avancé, et c'est un endroit très intéressant pour faire une campagne de jeu de rôle. Et en gros, il y a plus beaucoup de vampires à Gary, parce que c'est un peu ça craint, mais il y a toujours un prince. Et donc vous êtes invité au nouvel an du prince de Gary. Voilà, et le prince Modius, et nous avons tous reçu un ordre de notre sire de servir le prince Modius. Et donc le début c'est on est dans un container, si je dis pas de bêtises. Oui, vous êtes arrivé par le lac Michigan. Il y a des gens qui viennent voler dans le container, et donc on se retrouve à devoir chasser et ou tuer juste quelques petites racailles du coin. Et je crois qu'on va même pas besoin de trop traîner. Après une petite chasse pour un peu présenter l'univers et tout ça, on se retrouve chez le prince Modius, qui est une espèce de fête où on rencontre un certain nombre de personnages intéressants. Et honnêtement, celui qui m'a le plus marqué, et c'est probablement de par ton jeu, parce que je vais faire un petit peu de lèche-cul, mais Nurgle, il y a quelques personnages qu'il a super bien fait. Il y a entre autres le primogène des Ventrum, dont on reviendra dessus plus tard, mais il y a Michael. Super gentil. Voilà. Il y a Michael, l'espèce c'est un Malkavien. C'est un Malkavien. C'est un Malkavien. Espèce de grand gothique qui traîne dans les cimetières et qui est tout timide. Oui, c'est vrai, j'ai essayé de le faire comme il fallait. Et bref, oui, enfin moi vous me demandez de faire des PNJ, je vous fais le PNJ jusqu'au bout. T'as vraiment cherché des voix, et je dis beaucoup de bien pour ça. Il y a plus que 7 vampires à Gary. Et donc ils ont tous les 7 des histoires très intéressantes. Ce sont tous des personnages qui ont vraiment, qui sont, chacun de ces PNJ est super détaillé, et donc voilà, moi quand je les masterise, quand je les joue, ça me fait gamberger. Et j'ai eu vraiment, quand j'ai joué Michael, je le voyais avec des yeux comme ça, parce que oui, effectivement, c'est un handicapé mental devenu immortel, parce que les Malkaviens aiment bien faire cette espèce de sinistre blague de vampiriser, de rendre immortels les gens les plus inaptes à la société.
J'ai pas vraiment vu comme handicapé mental, moi je le voyais plutôt comme une espèce d'autiste absolu. Il Oui, mais c'est ça. Et donc il se rendait invisible tout le temps. C'est ça, c'est un vampire qui est tout le temps invisible, Oh. parce qu'il n'arrive pas à parler. Mais voilà, il faut aucune attaque envers les personnes. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il faudra que le prochain scénario, parce que tous ces scénarios s'est passé plutôt à Chicago, je vais faire quelques scénarios qui se passent à Gary, parce que il y a des personnages comme Lucius, le gangrel que vous connaissez absolument pas. Enfin, bref. Je pense qu'on a rencontré déjà beaucoup de gens. C'est absolument. Moi, c'est ce qui me met le cerveau en ébullition. C'est d'avoir cette gigantesque liste de PNJ avec tous leur histoire, leur but et tout, et ça me fait gamberger comme c'est pas permis. Ouais. Mais donc coupons un peu court, hein, il y a donc la fête chez le toréador Modius, qui est le prince de Gary, et entre autres il y a le Bruja qui a fait péter la fête, et ça a été un petit peu le bordel à un moment, parce que... Comment il s'appelait déjà, lui? Il s'appelle... c'est pas Looping. Il a un nom de bourrin, oui, je sais plus. Juggler. Juggler, c'est ça, ouais. Et Juggler, lui, en bon Bruja, met la cour de son prince au test en permanence, et... Ouais, c'est un bourrin qui fout la merde. Donc. C'est un bourrin qui fout la merde, c'est un Bruja. Et je dois avouer que moi, mon personnage qui... Je m'attendais à vraiment commencer à rentrer dans la haute société des vampires, et quand on est arrivé à Gary, j'étais dépité. J'étais vraiment dépité. Déjà, il n'y a pas un seul autre Trémère. Bah non. Et c'est vraiment le coin des vampires losers. Et honnêtement, je pourrais jouer un personnage complètement différent. Qu'est-ce que vous croyez? Non. Mais dans quoi vous pensiez que j'allais vous envoyer? Je pourrais jouer un personnage complètement différent à qui ça plairait d'être un petit peu dans le camp des losers qui vont montrer de quoi ils sont capables. Hein. On va refaire Mighty Duck version vampire, mais ça va pas du tout avec mon personnage. Lui, il veut se rapprocher des plus grands et tout doucement un petit peu le pousser comme ça. Voilà, c'est le but de mon personnage. Et donc, mon personnage était directement un petit peu dépité. Le cadre de la campagne, c'est que elle va être longue, cette émission, je pense. Oh, c'est pas grave. Le cas de la campagne, c'est que c'est les deux princes, le prince vampire de Chicago et le prince vampire de Gary, Modius et comment s'appelle le prince de Chicago, Lodin, voilà. Ça fait des siècles qu'ils s'affrontent. Lodin est le prince vampire, je dirais plutôt des plaisirs de la grande ville, c'est un vampire Slanesh, si je puis dire. Modius, lui, c'est un vampire, je dirais à l'ancienne. C'est un peu un artiste raté aussi. C'est un espèce d'artiste raté. Et au final, cette guerre entre deux vampires a duré pendant des siècles. Mais Modius a perdu parce qu'en fait il avait basé toute sa richesse sur l'industrie du fer et sur le commerce du fer aux États-Unis, et Lodin a tué la ville de Modius plutôt que de le tuer lui, en détruisant l'industrie métallurgique de Gary. Et donc depuis, Gary est une ville fantôme, particulièrement triste, et pleine de drogués, qui est gérée par les gangs. C'est très bien pour nous, hein. Alors, d'une certaine manière, c'est c'est un paradis pour les vampires, mais pour les mauvais vampires, pour les vampires de la mauvaise société vampirique. Voilà. Et à l'opposé, Chicago attire tellement de vampires qu'ils se marchent tous sur les pieds. Et c'est ça le truc, c'est que Chicago, comme dit dans le bouquin, une ville où il y a des vampires, qui est bien tenue, il faut un vampire pour environ 150 000 mortels. Comme ça, il peut se nourrir, chaque vampire a son territoire, on se marche pas sur les pieds, il n'y a pas de guerre. Ça veut dire que Chicago, en 1991, devrait avoir une quarantaine de vampires. Ils sont presque 80. Et donc, c'est un cadre de jeu, mais tellement génial, Chicago by Night. Quoi, donc, à Bruxelles, il devrait y avoir moins de 10 vampires, hein. Oui.
la Ok. Camarilla à Bruxelles, si c'était bien tenu. Mais évidemment, comme je dis toujours, c'est si c'était bien tenu. Il y a des gens qui font des enfants sans demander au prince. Et après, ils vont demander des allocations. Voilà. Et c'est pas dans le jeu. Et puis il y a les anarques aussi, qui eux sont des vampires qui disent mais on en a rien à foutre des vieilles traditions vampiriques, on fait comme on veut. Ça, il va y avoir une grande discussion. D'ailleurs, ça va faire partie du scénario autour des anarques, dans lequel on ne pourra jamais avoir le personnage de Moustache. Mais si j'ai bien compris, Oui. je suis désolé, si j'ai bien compris, le grand principe central des anarques, c'est donc la Camarilla, c'est les vampires entre guillemets gentils, c'est ceux qui veulent rester secrets, qui essayent de pas tuer les mortels. Il y a pas de vampires gentils. Non, je sais, mais c'est ceux qui essayent de pas trop tuer les mortels, qui veulent respecter la mascarade, c'est-à-dire voilà, ils sont secrets, ils sont invisibles. La mascarade, c'est un mode de non-vie, on va dire ça comme ça. Et les vampires qui dirigent, ce sont les plus anciens. Voilà. C'est respect pour les vieux. Les vieux vampires dirigent les jeunes vampires. Et on vit caché. Et on se fait passer pour des humains. Vivons bien, vivons cachés. Moi, personnellement, j'adore la Camarilla. Je trouve que c'est un très bon système. Le grand principe des anarques, c'est que eux, c'est pas parce que tu es plus vieux que tu vas être le chef. C'est t'es plus compétent, je pense. Alors, oui, tout à fait. Les anarques, eux, déjà disent... Ça peut être intéressant pour des jeunes vampires. Les anciens, on s'en fout qu'ils soient anciens. C'est aux plus compétents de diriger, qu'ils soient plus jeunes ou plus vieux. Va dire ça, un vieux vampire qui était le roi de Babylone il y a 3400 ans, il va pas apprécier. Et puis les anarques aussi, s'ils décident de faire un nouveau vampire, eh ben ils le font. Et puis t'as pas à demander au chef, quoi. C'est moyen. Et puis la troisième faction que nos chers joueurs découvriront un peu plus tard, c'est le sabbat. Et eux, c'est en gros l'humanité, ce ne sont que des poches de sang sur pattes. C'est du bétail. Et eux viennent d'une tradition vampirique où en gros c'est les humains. Ben tu les mets dans leur cage, tu les mets dans une cage et puis tu bois leur sang quand t'as envie de boire leur sang parce que l'humanité ne sert qu'à ça. Et nous sommes des vampires, nous sommes des dieux. Et ils sont là. Et ce sont de superbes méchants. Ils sont formidables. Mais vous les avez pas encore rencontrés. Non. Mais ça ne tardera pas. Mais voilà. Et donc, je reviens, parce que j'avais plus et à donc, dire sur la Camarilla et les anarques, mais je pense qu'on aura un moment clé de scénario qui sera plus intéressant. Et donc on a déjà complètement déraillé du scénario. Mais on refait un petit peu un rappel, parce qu'on a présenté le monde de vampires dans une vieille vidéo, mais on fait un petit peu un rappel voilà. Et au cas où vous l'aurez pas compris, je crois que la représentation typique des vampires du jeu de rôle Vampire, c'est ceux de Anne Rice, donc c'est Entretien avec un vampire. Tout à fait. Voilà. Et donc, à la fin de la fête de Modius, arrive un personnage qui aura beaucoup d'importance pour tout le reste, qui est Annabelle Triabel, la primogène. Donc les primogènes, ce sont les chefs de leur clan. Dans une ville précise. Et donc c'est la primogène des toréadors à Chicago, qui amène une lettre à Modius. Et vous voyez que Modius est particulièrement troublé par la lettre qu'il vient de recevoir. Et on écrit une autre et dit à ces nouveaux vampires, écoutez, c'est une mission dangereuse que je vous donne, mais allez à Chicago et je veux que vous remettiez cette lettre à mon meilleur ennemi, à Lodin. Et là, c'est parti pour la première partie de la campagne de Chicago. Et n'était-il pas grandiose, ce scénario? Je dois avouer que c'était très sympa. C'est plein de rebondissements. Et c'est un scénario qui met les joueurs dans une pression inattendue. On a l'impression au tout début d'arriver dans un nouveau terrain de jeu. Et en fait, directement, on te met... c'est bien petit. Voilà. Et donc, en effet, c'est un scénario très intéressant. Et j'espère que ceux qui écoutent ce podcast sont plus maîtres de jeu et qui pourront le faire jouer à leurs joueurs, parce que ceux qui seraient joueurs de vampires, bah, vous allez être spoilés. Oui, on va spoiler complètement le premier scénario de la campagne de Chicago. Et en même temps, il y a quand même pas mal de choses que j'ai dû improviser, mais il y a toujours moyen de remanier, bien sûr. Comment
tout cela a-t-il commencé? Donc, Vous avez été au Succubus Club. à la Blood Mobile. Ah oui. Oui, et c'est vrai, et vous avez la Blood Mobile. Est-ce que vous aimez la Blood Mobile? Elle est bien, la Elle Blood s'est Mobile. pas fait défoncer. Elle s'est fait défoncer, il me semble. La Blood Mobile survivra. Bref. Donc le prince On a une Mobius leur voiture. donne Moi, je m'en fous, je suis un La enfant, je Buick. peux pas conduire. la Buick Turbo 400, je sais plus ce que je leur ai donné comme modèle de voiture, mais c'est en gros une une bonne grosse Buick de 2 tonnes et demie avec des fenêtres blindées et fumées. Je me suis dit, ça ce sera leur ultime cercueil s'ils sont vraiment dans la merde. Et donc vous êtes parti vers le Succubus Club, l'endroit où Oui. les vampires de Chicago vont pour traîner. Alors ça commence très bien parce que on arrive sur place, on va retrouver un type qui dit oui, moi je suis un proche du prince Lodin, évidemment il nous baratinait complètement, et il y a Gigi qui veut se la péter un petit peu et qui veut faire vraiment le fêtard qui va attirer toute l'attention sur lui, et il fait un échec critique Sur un jet de danse. sur un jet de danse, Ouais. et je dois avouer que tu lui as pas facilité la vie pour cet échec critique. Mais je ne te le reproche pas du tout. Écoute, oui, c'est-à-dire que donc Et il utilisait des points de célérité pour faire sa danse. un autre vampire, mais bon, on est dans une boîte de nuit où il y a des mortels. On respecte la Camarilla. Révéler aux mortels qu'on est un vampire, c'est passible de la mort ultime, quoi. Oui. Et donc il est en train de faire un duel de danse contre un autre vampire. Et il fait un échec critique sur son jet de danse. Et je lui explique que, oui, à un moment, tu es tellement dans la danse que tu commences à utiliser ta célérité. Et donc, tu te téléportes. Et tu bouges plus vite que l'œil ne peut le voir. Et puis, le temps que tu t'en rendes compte, tout le monde est en mode « What the fuck? Mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi ?» Et je me souviens que Gigi était un peu en mode « Oh, non, non, oh mon Dieu !» Et d'ailleurs, ça vous a valu... en gros, On a perdu des points, là. à partir de ce moment-là, vous étiez déjà un peu les malvenus à Chicago. C'est notre premier contact. C'est le premier contact. C'était le first contact. Et en gros... Et déjà les vampires de Gary qui débarquent à Chicago, ils sont potentiellement tués sur place. Et vous êtes des prédateurs, et donc vous étiez en territoire ennemi. Voilà. Et déjà à la base, le mec qui est dans le club, dans le nightclub, Lord, à la base il vous aime pas, quoi. Vous êtes des connards de Gary, quoi. Et les connards de Gary débarquent et immédiatement brisent la mascarade en commençant à faire des danses zarbi. Et c'était là, c'est un handicap que je vous ai laissé jusqu'à la fin du scénario. Vous étiez les connards qui débarquent à Gary pour faire leur singerie. À Chicago, ouais. À Chicago, oui. Ouais. Non, mais je comprends, hein. Et donc tout ça commence vraiment mal. Et en plus, là, il s'est passé quelque chose de très rare en jeu de rôle. C'est donc nous avons eu 2 informations. Il y a ce fameux Lord qui nous a dit qu'on devait aller dans un autre bar. Dans un bar où on a où on a rencontré d'autres vampires. La cave. À genre 3h du matin. Je crois que c'était 3h du matin. Et on a rencontré un autre vampire qui lui était un anarque, qui nous a dit, oui, mais moi je peux vous donner des informations, mais vous devez être à tel autre endroit à 3h du matin. Et Gigi voulait absolument aller voir l'anarque. Et les 3 autres ont dit, ouais, mais non, enfin, je veux dire, nous on va continuer la mission telle qu'elle est, on a une lettre. Alors oui, lettre, très, à nouveau, petit détail, mais qui marche. La lettre, c'était un objet que nous avions physiquement. La lettre, elle était tu as écrite. fait une lettre que tu as cachetée. Et il y avait un seau en cire, donc c'était un objet physique qu'ils avaient. Et je leur avais dit, si maintenant vous voulez la lire, vous brisez le seau et vous la lisez. Évidemment, on nous avait dit de ne pas la lire, hein, forcément. Oui. Et donc, c'est moi qui la portais, cette lettre. Et tout le long, il y a eu cette question, est-ce que on la lit? Bien que moi, j'ai utilisé mon pouvoir qui me permet de parler aux objets pour demander qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre. Et à chaque fois que j'utilisais ce pouvoir, tu parlais un petit peu par énigme. Oui. Et c'était quelque chose du genre la réédition. C'est il me semble que je t'ai dit que c'était la honteuse enfin bref, que c'était quelque chose de honteux et que c'était un aveu de faiblesse. Voilà.
Ouais. Je contiens le honteux aveu de faiblesse de la personne qui m'a Quelque chose écrit. comme ça. Et Ce qui en disait déjà beaucoup. oui. Et d'ailleurs, Je ne spoiler, retrouve pas dessus, nous ne savons toujours pas exactement ce que contenait cette lettre. Ah bah non, vous avez fait tout le scénario sans la lire. Et j'en suis complètement étonné. Je pensais que vous la liriez. Et donc, le groupe s'est séparé en deux, à ce moment-là, puisque On a fait 2 scénarios séparés. le groupe de Moustache, Val et Gilus ont fait une partie du scénario, et Gigi a fait, et ça faisait très très longtemps que j'avais plus fait ça, j'ai fait une séance de jeu de rôle avec juste un joueur. Et à ma grande honte, je dirais, autant le scénario avec juste Gigi s'est super bien passé, c'était super épique, autant pour vous, j'ai complètement foiré. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas dire que t'as foiré, mais ça nous a semblé peut-être un peu banal, je sais pas. Et c'est-à-dire que il y avait ces deux scènes, les deux scénarios étaient censés être très courts. C'est une scène de jeu de rôle. Et Gigi a fait tellement de roleplay que on a joué 4h30 d'affilée et il n'y a pas eu un temps mort, quoi. Il a été, en gros, de toute façon, c'était quand même une scène assez épique. Il allait chez les anarques et Non, on n'a pas assisté. Je peux dire des grandes lignes de ce qui s'est passé d'après ce qu'on a constaté après, mais si tu veux en dire plus, vas-y. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que la scène qui se passait chez les anarques, c'était l'élection du nouveau chef des anarques. Mais ce soir-là, le prince Lodin de Chicago avait décidé d'en finir avec les anarques et donc de tous les faire brûler dans leurs bâtiments. Et ça a été super épique, et Gigi a été super épique, et je crois qu'il s'est super bien amusé. Et de votre côté, c'était donc l'autre bar avec la découverte du premier autre trémère que tu allais rencontrer. Weiss, attends, c'est... Oui. Je ne sais plus son... Houdini. Oui, ça c'est... Le trémère qu'on a rencontré, c'est Houdini, le vrai Houdini historique, qui est devenu vampire. Voilà. Et le truc, c'est que vous étiez censé faire un peu copain-copain avec les gangrels motards qui étaient là ce soir-là. Okay. Mais et sur le moment, j'ai compris. C'est ça le problème quand on est maître de jeu, c'est qu'on comprend ses erreurs au fur et à mesure qu'elle est en train d'arriver. Vous les avez détestées dès le début. Mais vous aviez aucun intérêt. Vous vouliez absolument pas parler avec eux. Je veux dire, moi, je voulais parler avec le trémère et eux, ils arrêtaient pas de se foutre de notre gueule, donc. Oui. Et donc voilà, et là la séance elle a duré 2 heures et puis après j'ai fait bon bah écoutez je suis désolé, j'ai plus rien à masteriser. Mais donc voilà, mais tous ces personnages évidemment reviendront et ce sont tous des personnages super intéressants et vous les redécouvrirez pour le meilleur et pour le pire. Très important à ce moment-là, Houdini m'a donné des informations pour retrouver la planque des trémères à Chicago, parce que les trémères c'est le clan avant, voilà, parce qu'il y a plusieurs affiliations hein, avec les vampires. Il y a la ville qui sont en dessous du prince, puis après il y a les clans qui s'aident un petit peu à gauche à droite, mais les trémères c'est le clan avant. Vampire, la mascarade, mais quel putain de bon jeu de rôle. Rien que de t'entendre parler là, ça me... Voilà. Oh, il y a beaucoup d'aspects politiques dans tout ça. Et parce que ça reviendra, je dis ça parce que ça reviendra plus tard, l'histoire je savais où retrouver les trémères de Chicago. Mais donc, là-dessus, je crois que c'est Lord vous contacte et vous dit, bon, bah, écoutez, vous voulez aller voir le prince? Je vais vous donner l'adresse du prince. Il est au musée d'histoire naturelle de Chicago. Et vous y avez un peu cru. Moi, j'y ai cru, en fait. Ouais? Ouais. Et donc, en fait, dans mon scénario, le prince, évidemment, le prince des vampires de Chicago, il est complètement paranoïaque. Jamais il irait rencontrer un groupe de vampires d'une cité ennemie. Et donc, ils sont face à un faux prince, un mec qui est déguisé en le prince. Ce que vous ignorez jusque-là, et qui est évidemment le cas depuis le début du scénario, le seigneur des vampires de Chicago a disparu de nuit du Nouvel An. Ouais.
Et je sais pas où est des capsules. Ah voilà. Et donc, tous les vampires de Chicago sont sur le pied de guerre parce que le prince a disparu. Et donc, la sordide politique des vampires se met en place. Certains veulent le retrouver. D'autres se disent, mais c'est très bien que le prince ait disparu. C'est mon heure est venue pour devenir le maître des vampires. Et les joueurs, vampires d'une ville ennemie, sont là comme des petits agneaux à l'abattoir. Voilà. Et donc, ce faux prince qui était un des enfants du prince, on l'a arrêté juste avant qu'il lise la lettre. oui. Juste avant. Il l'a ouverte. Ouais. Et là, je sais plus qu'est-ce qu'on a eu comme indice, mais on s'est dit il y a quelque chose qui cloche. Et il l'a pas lu. C'est alors ce personnage qui s'appelle Neely. Après, c'est peut-être, je n'en sais rien, c'est peut-être un gros fils de pute, mais en tout cas dans ce scénario, c'est une des personnes qui était les plus sympas avec nous. Neely est un Ventrue, enfant de Lodin, et c'est un personnage qui reviendra encore, mais sans trop en dire, il a l'air plutôt honorable pour un vampire. Et pour un Ventrue, en plus. C'est l'impression qu'il a donnée. Et donc, effectivement, à un moment, je me souviens que quand il a eu la lettre entre les mains, et que j'avais la lettre entre les mains, il était en mode, écoutez, maintenant je vais la lire. Et vous m'avez vraiment fait un plaidoyer de, non, il faut pas lire la lettre, c'est pour le prince! Et vous avez fait des succès de malade. Il était en mode, bon, allez, ok, c'est votre mission, je la respecte. Je sais pas ce qu'il y a dans cette lettre, mais on va la transmettre à mon maître quand on l'aura retrouvée. Parce que je pense que c'est à ce moment-là Est-ce que vous saviez? On savait pas encore, c'est après. C'est au restaurant italien. C'est donc notre étape ensuite, ça a été rencontrer le primogène des Ventrue. Ah là 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 là, ce bon vieux, comment est-ce qu'il s'appelle? Ballard. Oui, Horatio Ballard. Voilà. Mais quel PNJ, mais quel PNJ. Là, et je te laisse. Merveilleuse. Et donc, en gros, ils sont au musée d'histoire naturelle, ils arrivent à la fin de la nuit, et Neely leur dit, écoutez, je vais vous amener voir le prince ou quelqu'un qui est proche du prince, parce que la situation est encore un peu nébuleuse, même pour les Ventrue de Chicago. Rendez-vous à 6h du matin, au milieu du stade de foot, on va venir vous prendre en hélicoptère, franchement, j'étais tellement content que cette scène a marché comme elle devait. Ouais, elle a très bien marché, oui. Où en gros, c'est, et donc, on va il est 6h du matin, on est au milieu du stade de foot. Donc, endroit super dangereux pour les vampires. Le soleil va se lever. Difficile de courir, quelque part. Et donc, je leur dis, oui, vous êtes avec Neely et l'hélicoptère va arriver. L'hélicoptère va arriver. Et puis vous voyez le soleil qui commence à monter et l'ombre du stade qui recule et puis il commence à y avoir de la lumière. Il y avait déjà le shérif qui était là d'ailleurs. Et il y avait le shérif qui était là. Le shérif qui était vraiment l'homme armé. Le shérif, c'est le méchant dans cette histoire. Enfin, c'est le méchant. Le bras armé du prince. C'est le bras armé du prince. Et je pense que lui, donc il attendait avec nous, mais je pense que lui, il avait genre un casque de moto. Il était en cuir avec un casque de moto. Ouais. Il pouvait encore survivre. Et donc je leur dis oui, et la lumière avance. Et l'ombre recule. Et votre peau commence à fumer. Ça commence à... Sauf Moustache qui, lui, a force d'âme, et donc il était en mode « Ouais, ça va, c'est bon, je peux survivre un quart d'heure au soleil sans mourir. » Et puis oui, l'hélicoptère arrive, mais ça commence à être dur. Et puis, et quand l'hélicoptère est arrivé, ils sont rués dedans. Ouais. Et puis bon, donc il y avait des sarcophages dans l'hélicoptère. Et là, encore un truc pour vous faire perdre un peu vos repères. Vous vous réveillez dans des chambres. Quelque part à Chicago, vous savez pas très bien où vous êtes. Vous étiez donc au Dailies, le restaurant des Ventrue de Chicago, et vous êtes reçu par le délicieux, le merveilleux, le sympathique Horatio Ballard, le primogène Ventrue. Oui. Qui est Comment décrirais-tu le sympathique Horatio? C'est un gros porc. Non, c'est un vampire qui adore manger. Il adore manger, il a été vampirisé alors qu'il pesait 300 kilos. Ok.
Voilà. Horatio Ballard, c'est pas Il est qu'il est morbidement obèse. C'est plus un être valable. C'est un Mais il est énorme mortel. vampire qui s'amuse non seulement lui-même à manger de la nourriture mortelle, ce que les vampires ne peuvent pas faire. Enfin, ça les rend malades de manger de la nourriture pour mortels. Et lui, ça ne le dérange pas, donc il en mange, il la gerbe, on s'en fout. Il doit Mais toujours la gerber au bout d'un certain temps. il pousse les gens, il force les gens à Il manger. force les autres vampires à manger de la nourriture mortelle donc, pour les Il torturer. nous a forcé aussi. Et en fait, c'était une scène très intéressante parce que quand on mange de la nourriture pour mortels, on doit perdre des points de volonté. Mhm. Et donc, notre capital de points de volonté, on le voit diminuer, et c'est très important les points de volonté, on le voit vraiment diminuer au fur et à mesure de la conversation, parce qu'à chaque fois, vous en reprendrez bien un peu. Et donc, tu faisais une voix, fais la voix, vas-y. Bonjour, bienvenue. Vous êtes les bienvenus ici, vous reprendrez bien un peu de vin. Hein, vous ne voudriez pas briser la mascarade. Hein. Voilà. Et il nous a fait toute une scène comme ça. C'était une soirée, mais formidable, où c'était que ce putain de repas. Et où j'avais bien préparé la musique. Où je m'étais dit, ok, on va mettre de la musique de restaurant italien. Et puis je vais prendre la musique la plus glauque avec des... Et j'ai mélangé les deux, j'ai passé les deux en même temps. Et encore une fois, cette scène s'est parfaitement passée. Et évidemment, ce vampire était un enculé fini. Et alors, on a commencé à faire des jets de furtivité ou de vol à la tire, je sais plus, pour essayer de cacher la nourriture. Parce que... Et quand ça ratait, vous en prendrez bien un peu. Là, c'était vraiment... Et je suis tellement content que cette scène se soit bien passée. Vous êtes dans un piège. Oui. À ce moment-là. Vous êtes au milieu d'un restaurant avec ce vampire qui est un enculé, on va dire ça comme ça, qui vous fait manger en vous disant « Mais vous allez manger, parce que c'est... Hein, on doit respecter la mascarade, donc mangez ce que vous avez dans votre assiette. » Et donc, ils sont obligés de bouffer de la... Eux, les vampires qui ne boivent que du sang, sont obligés de manger des spaghettis et boire du vin et des trucs comme ça. Le seul qui supporte ça, plus ou moins, c'est Moustache, parce qu'il a beaucoup en humanité, et donc il doit aller se faire vomir régulièrement, mais ça passe. Et donc, en gros, Ballard vous explique que, ok, je suis le primogène des Ventrous. Si vous ne vous allez retrouver le prince. C'est lui, donc, il lui dit, le prince a disparu, vous allez le retrouver. Si vous le retrouvez, tant mieux. Si vous le retrouvez pas, on dit que c'est vous qui l'avez tué. Voilà. Et en gros, c'est, voilà, vous êtes, je vous tiens par les couilles, et vous retrouvez le prince. C'est bien. Tant mieux, c'est mon clan qui aura retrouvé le prince. Vous le retrouvez pas, ah ben j'ai des coupables. Voilà, c'est vous. Vous êtes des ennemis qui est devenu d'une autre ville. Et puis on vous fera cramer, on vous attachera à un arbre avec du barbelé et vous cramerez. Alors, du début à la fin... Vampire la masse. Mais quel putain de bon jeu de rôle. Du début à la fin, dans la tête de mon personnage, il n'y avait qu'une chose. Sauver le prince pour qu'il soit redevable. c'est non, mais c'est vrai. Tout ce que j'avais en tête. Et ça s'est vu du début à la fin. Et donc, après ce délicieux repas avec votre nouvel ami Ballard, tout à fait, vous vous retrouvez... oh mon Dieu, Covid. Je meurs. Et donc, vous avez accès à la planque... à l'appartement du prince Lodin pour y enquêter. Et alors là, plusieurs choses se passent. Bon, déjà, donc, le prince Lodin a été capturé dans son appartement. Sa goule... Qu'est-ce qu'une goule, d'ailleurs, Gélus ? Une goule, c'est un humain auquel un vampire donne du sang régulièrement pour avoir sa servitude. Voilà, et puis la goule, en buvant du sang de vampire, devient immortelle et chope certains pouvoirs de son vampire, de son maître vampire. Et donc la goule a été tuée, la porte blindée de la chambre du prince a été arrachée, et la personne qui surveille les caméras ne se souvient de rien, enfin bref, par hasard. Tout ça se passe bien, et puis... sur le moment, je me dis, mais tiens, c'est vrai qu'il y a un autre petit point du scénario que je dois mettre en place, qui est que les anarches veulent capturer le shérif. Et alors, donc, tout ça, pendant tout ce temps-là, nous, on a le shérif, qui est donc vraiment une espèce de gros balèze, avec deux colts,
qui nous surveille de près. Et il nous aime pas. Ah bah non, il vous aime pas, mais forcément. Et il n'était pas gentil. Bah non, il était pas gentil. Voilà, c'est comme ça. Et heureusement, mon personnage est quand même un peu spécialisé en enquête. Et donc, je peux interroger des objets. Et entre autres, on trouve un objet qui est un espèce d'artefact très ancien. Ah oui, il y a un collier étrange et ancien accroché sur le bord du lit du prince. Voilà. Et donc, je repère que c'est un truc qui a facilement 3-4 000 ans, je sais plus très bien. C'est très très ancien. Et sur le moment, on n'a pas très bien compris ce que c'était. Mais vous ça l'avez quand même piqué, parce que vous êtes des PJ. Voilà, moi je l'empoche et on fouille, on fait notre petite enquête et on reçoit un message des anarques qui nous disent en gros quand ça va... Non, il y avait carrément sur un bord de fenêtre. Un bord de fenêtre. Ouais. Vous êtes au... Je crois que c'était au... Attends. Bref, vous êtes tout en haut d'un immeuble. 40e étage, au moins, je sais plus. Et donc Damian était monté par l'extérieur et avait déposé un pieu et un papier en disant quand je passerai à l'action, enfoncez ce pieu dans le cœur du shérif. Et en plus, il y a Gigi qui a pris le pieu. Et Gigi a pris le pieu, il l'a lancé. J'étais par la fenêtre, et donc on était en train de rigoler en disant il y a un gars en bas qui fait là. Je lui ai fait lancer un dessin et je me suis dit s'il fait 1, ça tombe sur quelqu'un. J'aurais dû mettre plus. Et donc finalement oui, donc il prend pas le pieu, il se dit ouais non, on va pas traîner dans ces embrouilles. Mais il se fait qu'après votre enquête, voilà, vous allez dans le parking exactement de cet immeuble, de la tour Sears de Chicago. Et là, hell break loose. Ouais. En gros, il y a l'anarque qu'on avait rencontré à la boîte. Gengis. Gengis, tout à fait. Ouais. Et le fameux gamin Damien qui saute sur le shérif et qui le paralyse. Ouais. Et donc ils sont dans un combat. Le shérif, qui est un vampire extrêmement puissant, qui essaye de repousser Damian, qui veut lui enfoncer un pieu dans le cœur, et Gengis qui le ceinture. Et donc notre groupe de joueurs se retrouve dans une magnifique situation où il faut choisir une allégeance. Vont-ils aider les anarques, donc les vampires anarchistes, à neutraliser celui qui est bel et bien l'exécuteur du prince, ou vont-ils justement essayer de se faire bien voir des vampires de Chicago? Alors, si je peux. Vas-y, je t'en prie. Nous avons... Qu'est-ce qui se passe? Celui qui a la décision la plus rapide, c'est Gigi. Il sort son flingue et il commence à tirer balle sur balle sur balle sur balle avec sa célérité dans la tête du shérif. Et je vous rappelle que le shérif est super puissant, il se est prend les balles, monstrueusement résistant. mais c'est comme si tu lui lançais des capsules, tu vois. Voilà. Il commence à se prendre des dégâts, mais c'est la plupart des balles ricochent en fait sur son crâne. Là-dessus, Moustache sort son flingue et commence à tirer dans le gamin, Damien. Sur Damian, puisqu'évidemment il y a le Ventrou qui se dit moi je vais bien m'entendre avec les vampires de Chicago. Gigi avait déjà fait connaissance des anarques, et donc au sein du groupe, là il y a déjà... Alors, Val, elle, après 2 secondes de réflexion, le shérif elle le détestait, donc elle fait tout pour aussi buter le shérif, qui est un monstre de résistance. Et moi, j'ai décidé d'utiliser la méthode suisse. C'est-à-dire que j'ai temporisé, j'ai tout fait pour faire croire que je faisais des choses sans m'en prendre à personne. T'as été te cacher derrière une voiture en mode... Non, c'est pas vrai. J'ai commencé à préparer des pouvoirs que j'ai pas eu le temps d'utiliser. Puis après, j'ai vu quelqu'un qui nous observait, qui était d'ailleurs la goule de Gigi. Oui, mais ça, je suis désolé, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et donc, j'ai commencé, je vais voir par là ce qui se passe. Et donc, j'ai tout fait pour ne m'en prendre à personne. Comme ça, on pouvait me questionner autant qu'on veut. Moi, j'avais rien fait. J'étais la Suisse. Mais jamais. Mais de toute façon, vous êtes une coterie. S'il y en a un d'entre vous qui fait une connerie, vous payerez tous pour ça. Je n'ai aucun rapport avec ces gens-là. Et donc oui, et c'est vrai que sur ce moment-là, j'ai fait revenir la goule du personnage de Gigi, qui était pas censé être là du tout. Enfin,
Excusez-moi, c'est dur de masteriser, il y a des fois on oublie des trucs. Enfin bref, toujours est-il que ils finissent par enfoncer un pieu dans le cœur du shérif, qui est emporté par les anarques qui font groupe. Ouais, merci, vous ne le regretterez pas. Non, vous ne le regretterez nous, pas. on se barre. Vous ne le regretterez pas. Et vous partez. Et alors, là, il y a Et à mal- partir de ce moment-là, le scénario commence à devenir assez libre. Ouais. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà. il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup. Donc là, on a, entre guillemets, pris on s'est, entre guillemets, allié avec les anarques, pour le meilleur et pour le pire, et pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, surtout. Mais vous aviez trouvé dans l'appartement du prince des indices qui disaient qu'il y avait un culte satanique. Oui. Qui foutait le bordel au nord-ouest Et de gros, Chicago. c'était une des informations les plus importantes, mais honnêtement, sur le coup... Oui, c'est vraiment sur le moment, en fait, vous aviez dit, Mais- ah oui, tiens, il y a un autre vampire qui vit en bordure de la ville, et puis il y a un peu plus loin, il y a les satanistes, mais Voilà. on s'en branle, quoi. Non, je veux dire, honnêtement, il y a des choses... ça avait pas l'air d'avoir de lien direct avec l'enlèvement du prince. C'est un jeu de rôle aussi, hein. Ce qui se Et passe... puis vous aviez trouvé un article de journal aussi, qui parlait d'une étrange créature. Honnêtement, ce truc-là, je vais te dire honnêtement, Hmm. la seule chose qui a fait que j'ai eu un très vague intérêt sur cet article de journal, c'est à quel point tu avais l'air de nous mettre dans les dents. Parce que quand tu le lis dans le contexte du scénario, ça avait l'air complètement absurde et banal. Gilius, je sais, mais c'était soi-disant un truc super important. Vous étiez censé... En fait, quand j'ai lu le scénario, cet article de journal, oui, on a retrouvé un être qui avait l'air d'être fait en pierre et qui avait des crocs de serpent, machin. Voilà. Dans le scénario, l'auteur te dit, ah ben évidemment que les joueurs vont aller partir là-dessus et essayer de trouver le journaliste. Et sur le moment, je me suis dit, mais putain, mais ils vont jamais faire ça. Je veux dire, moi j'ai gardé dans un coin de ma tête, j'ai noté dans mes notes parce que je prends des bonnes notes, Mhm. et c'est revenu plus tard. Mais sur le moment, il y avait rien là-dedans qui me laissait entendre. Il faut absolument qu'on aille enquêter. Je sais. Et les histoires de culte sataniste. Être maître de jeu, c'est périlleux. C'est jongler avec des fourchettes enflammées. Voilà. T'aurais peut-être dû aussi un petit peu plus insister dessus, mais bon, là c'est revenu plus tard. Parce que j'ai pas assez insisté dessus, je voulais faire venir 2 fois ce putain Oui, d'article. la deuxième fois. Et donc là-dessus, c'est c'est- l'histoire de Monsieur Gould. Voilà, se ce met qui est en très place. important aussi à ce moment-là, c'est donc moi je m'étais barré avec le petit artefact ancien, Le collier du le prince. collier du prince, on savait pas très bien ce que c'était, que j'avais détecté qu'il y avait quelque chose de magique dedans, mais je savais pas quoi. Et donc moi j'ai aussi une goule, et ma goule c'est un ancien flic qui est accro à mon sang, Mhm. et qui est un bon, vraiment Bonne goule. une bonne goule, et Ça, c'est de la bonne goule. ah, c'est une super bonne goule. En plus, c'est un combattant et tout. Et je vais le voir. En fait, je l'appelle sur un téléphone dans la rue, parce qu'on est en 91. Hein. Et là, il y a eu une scène. L'un des pouvoirs de Val, c'est qu'elle a des super sens. Et donc, moi, je vais voir ma goule à la voiture. Et je commence à dire un truc... je t'ai fait le roleplay, je te dis tout haut un truc qui a l'air banal. Et en même temps, je note sur un papier, n'écoute pas ce que je dis, prends cet objet, je lui donne le truc spécial, et va le remettre à telle adresse, je lui donne l'adresse des Trémères, et donc je remets, 36-15 Trémères. via ma goule, je remets cet objet au Trémères sans que le groupe ne le sache. Ça, c'est du bon Trémère. Ça, Gilles. c'est mon Trémère. Ah, bravo. T'as bien trahi tout le groupe. Je préparais juste la suite. Et donc effectivement, là-dessus, encore une fois, j'étais content d'avoir lu tout le bouquin avant. Je peux mettre en place les Trémères, qui sont une joyeuse bande de vampires qui effectivement sont obsédés par tout ce qui est ésotérique et qui en ont rien à foutre de la gueule des autres. Et c'est comme ça que vous avez rencontré... C'est pas c'est beaucoup plus tard, hein, tout ça. Ah On oui, les a bah- rencontrés quand on était chez les Trémères. À ce moment-là, on va Oui, chez oui, Monsieur oui. Gould. Ah, vous avez été chez Monsieur. Et Ok. c'est Damien, Ok. c'est Damien qui nous avait dit d'aller. Il y avait une planque neutre pour les vampires. Mhm. Et Il est compliqué ce scénario. voilà. Et donc c'est là entre autres qu'il y
Val qui a balancé un clodo dans le feu, je sais toujours pas pourquoi. Faudra lui demander. Voilà. Euh, Et donc c'est soi-disant une espèce de planque neutre où vont les vampires. Non, voilà, Damien vous a dit, si vous voulez vous cacher, parce que, voilà, vous aviez quand même commis une trahison, Ouais, là on était dans la merde. Hein. il y a une goule, enfin, il y a un humain qui héberge les vampires, qui sait ce que sont les vampires, qui connaît les vampires, il héberge les gens contre du sang de vampire, parce que voilà, ça fait de lui une goule, et puis le sang de vampire pour un humain. Et je sais pas si ça a jamais été très clair, mais maintenant je vais le dire. Monsieur Goule, c'était le boss de fin. C'est Monsieur Goule, c'était le chef des satanistes. Ah bon? Ah non, c'était pas Et- clair du tout ça. Eh ben non, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de vous mettre ça. En fait, Monsieur Goule a toujours été la goule du prince Lodin, Oh, putain. qui depuis Spoiler. des années, qui a été trahi par Lodin, et qui depuis des années préparait Se sa nourrit du sang vengeance, et d'autres survivait vampires, d'accord. en buvant Ah bah, du ça, sang je savais d'autres pas. vampires. Mais ça, et franchement, j'ai eu beau me retourner la cervelle pour essayer. Dans le scénario, c'est très clair parce que c'est écrit. Mais voilà. Et donc, ils se retrouvent. Ils vont chez Monsieur Goule. Mais comme tout ça ne se passe jamais bien, Monsieur Goule s'est déjà fait alpaguer par les flics, entre-temps. Et donc, les seules personnes qui sont dans cet appartement, ce sont 2 flics. Qu'on fout sous domination. Voilà, vous êtes rentrés, vous avez vu, vous avez lancé domination et c'était Ils plié. ont vaincu. Et donc, voilà, il se retrouve dans l'appartement de ce vieux sataniste qui, en plus, pour une raison, et là je n'en dirai pas plus, possédait l'ancien. Oui. Ça, c'est un autre... En fait, plus on avance dans le scénario, et plus je me dis, mais c'était n'importe quoi. Il y avait une histoire... Donc, l'article de journal, c'était que les policiers ont fait un raid sur un espèce de culte qui vivait dans un appartement, et ils ont trouvé un cadavre qui avait... Enfin, on ne sait pas si c'est une statue, on ne sait pas si c'est un cadavre, et donc il se fait que Monsieur Goule avait chez lui un vampire extrêmement ancien, avec un sang extrêmement Il y a puissant, plusieurs milliers d'années, ouais. et Et il qui- extrayait... et qui pompait du sang. Il pompait le sang du vampire pour se donner des pouvoirs, et c'est comme ça qu'il était devenu le chef des Oui, satanistes, ça j'ai compris. et c'est ouais. comme ça qu'il pouvait se transformer en monstre. J'avais compris, mais je pensais que ça c'était arrivé après que ils aient. Oui, en fait, maintenant que je me rends compte, ça a beaucoup plus de sens que par rapport à certains trucs. Alors, ce qui est important, c'est que donc quand on fouille cet endroit, on trouve un endroit où on se rend compte qu'ils étaient en train de pomper le une sang espèce de cave. de l'ancien. On commence à faire des rapprochements, surtout parce que on trouve une fiole remplie Ah, d'un sang de sang. qui Et Val, sent bon. et Val, la Malkavienne, avait déjà eu une vision, et elle savait où chercher. Mm. Et donc, j'ai dit, bon, bah toi tu sais où tu dois aller, il y a une fiole, et malgré le bouchon, ça sent bon, ça sent un sang, mais tellement merveilleux. Et puis je demande aux autres de faire un jet, qui réussissent. Et puis, vraiment, tout le groupe est en mode, Ouais. oh, du sang qui sent super bon. Et puis Voilà. elle était vraiment en mode, non, c'est à moi! Et donc on a commencé à faire un espèce de roleplay pour qu'elle le lâche et tout. Ouais. Et tous les 4, on a commencé pas à se battre, mais à argumenter pour C'était limite. boire du sang. C'était limite. Boire ce sang. Donc il y avait cette fiole. Et en gros, on était 4. Et tu nous as dit la chose parfaite. Il y en a assez pour 3. Il y a 3 gorgées Il y a dans trois la gorgées. bouteille. Qui Et- veut boire de ce sang? Tout le Et donc, vous avez bu... Donc j'ai de bagarre, dextérité. Alors évidemment, les 2 plus rapides, qui étaient Val et Gigi, ils boivent. Et j'ai eu de la chance, j'étais le 3e. Et donc tout le monde, sauf Moustache en bois. Déjà, on perd tous des points d'humanité. Bah, vous avez bu ce sang d'un super vieux vampire. Tu me mets du pouvoir sous le nez, je le prends. Je Bah, suis très maigre. Mais tu m'étonnes. Et maintenant, il est vrai que les joueurs qui ont bu ce sang de vampire ont perdu des points d'humanité. Ils sont
passé plus du côté du De la bête. monstre, de la bête, et vous avez eu des bonus quand même assez conséquents. Je me souviens que Gigi disait ouais ça en vaut pas la peine, mais putain vous aviez gagné beaucoup de pouvoir là-dessus. Ouais, honnêtement, pour moi, si jamais j'avais su ce que j'allais gagner, j'aurais essayé de me retenir. Parce que perdre un point d'humanité pour avoir plus 1 dans une discipline pendant le scénario, j'aurais pas fait. Je vous trouve quand même un peu... Enfin bref. Et donc, le seul qui n'a pas bu de ce sang, c'est Moustache. Ouais. Et je dirais simplement que il y aura une suite à tout ça. Bien sûr. Mais moi, qui ne suis pas le dernier des imbéciles, donc on a pu augmenter le temps du scénario une de nos disciplines de vampire, donc un de nos pouvoirs. Et moi, j'augmente ma domination, qui me permet de jouer avec les souvenirs des gens, et qui me permet donc de récupérer le souvenir effacé de la personne qui surveillait l'appartement du prince Lodin. Et donc, grâce à cette augmentation de pouvoir, Je me souvenais même plus que c'était comme ça que c'était passé. Parce que j'étais pas assez puissant que pour pouvoir récupérer ce souvenir, mais grâce à ce coup de sang, eh bien, je suis devenu assez puissant. À partir de là, le chaos ne fait que continuer. Vous avez été voir le vampire qui aime bien le cinéma. Oui, tout à fait. Je sais plus quand et comment. On était assez curieux, parce qu'on avait pas mal Oui, parlé de lui, chez Le Prince, il y avait une note qui disait mais pourquoi est-ce que comment est-ce qu'il s'appelle ces vampires-là les autarkis. C'est les vampires qui appartiennent à aucune autre secte. Et il y avait donc quelqu'un qui vivait en bordure de Chicago, qui à nouveau, c'est un roleplay intéressant, mais ça nous a pas beaucoup aidé dans la non, mais oui, mais écoute, c'est comme ça qu'on présente des personnages. Et donc ils ont fait la connaissance d'un vampire qui est passionné par le cinéma et qui ne vit que pour ça. Et je suis très content que vous ayez fait la connaissance de ce personnage-là parce qu'il reviendra dans d'autres scénarios. Mais bon, en même temps, il s'est pas passé grand-chose dans cette séance. À part que de nouveau, vous avez revu le Nosferatu. Ça devient complètement chaotique, en fait. Les gens vont plus comprendre parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc, on s'est rendu compte qu'il fallait retrouver ce corps de vampire ancien. Et il y a eu une enquête dans la police, où Gigi a utilisé sa présence pour un petit peu tout régler. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de groupe à l'intérieur du FBI qui était au courant que c'était vampire, qui était une espèce de chasseur de vampires. Tout à fait. Qui avait récupéré ce fameux vampire ancien. Exactement. Et donc, putain, et là il y a encore une séparation. Oh, j'avais oublié ça. Alors, désolé les voyeurs, hein, c'est n'importe quoi, mais parce que c'est des scénarios de jeux de rôle. D'un côté, il y a moi et Val qui sont retournés à l'appartement de Lodin pour récupérer le souvenir, tout en sachant qu'on était recherchés, vu qu'on avait fait disparaître le shérif. Et les deux autres, ils sont partis de leur côté, et ils ont fait un coup de pute. En gros. Moi, dans mon scénario, j'ai deux fins. J'ai deux fins ouvertes. Soit les joueurs vont chez les satanistes pour essayer de récupérer le prince Lodin de Chicago, soit ils embrayent sur l'autre mystère, qui est les chasseurs de vampires ont récupéré un très très vieux vampire et vont essayer de le disséquer. Et donc, je me dis, ils vont choisir. Et puis, leur décision aura un impact sur le scénario. Enfin, sur tout le reste de la campagne, évidemment. Mais comme mes joueurs sont des affreux, j'avais été voir ils veulent faire les deux fins. Non, c'est pas vrai ça. Ah bah si. Gigi m'a dit, on va essayer de faire les deux fins Oui, mais non. Oui, Gigi, oui, mais c'est pas les joueurs. Donc moi, ce que j'avais été faire aussi, c'est que j'avais été voir les Trémères pour leur poser des questions sur l'artefact. Et ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui permettait de rentrer en contact avec l'ancien vampire. Mais sauf que pendant que tu étais en contact avec lui, tu te mettais aussi à nouveau sur une espèce de présence, une espèce de domination. Et donc moi, mon alliance, c'était avec les Trémères. Et Val m'avait plus ou moins suivi.
Et pendant qu'on faisait ça, et qu'on allait récupérer les souvenirs de la bonne femme pour qu'on se rende compte que c'était bel et bien l'ancienne goule du prince Lodin qui l'avait enlevé, parce que nous on cherchait des vraies informations, les deux autres, ils sont partis faire l'aventure tout seuls. Oui, Ils étaient en mode, bon, bah, on va aller chez les chasseurs de vampires. Donc nous, Et voilà. on va aller récupérer l'ancien. Nous on s'est tourné les pouces pendant 1h30. Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que c'est un affrontement final. Les chasseurs de vampires, Oui, maintenant, je te le dis, c'était la fin difficile. Oui, je m'en Et doute. difficile pour un groupe de 4. Oui. Avec, en gros, dans le scénario, il est mis, bon, bah, s'ils choisissent de faire ça, il y aura peut-être 1 ou 2 morts dans le groupe. Les mecs, ils avaient des balles avec des rayons UV, tu vois. T'es un vampire, t'es en mode, j'en ai rien à foutre des balles. Ça te rentre dedans et ça te crame de l'intérieur, tu vois. C'est les chasseurs de vampires, c'est pas des couillons. Et je me suis dit, en gros, bah, ok, s'ils vont là, je vais leur faire le truc. Et ils vont crever. Et en gros, ils sont arrêtés à la première grille. Parce que, je veux dire, Val et moi, on ne pouvait rien faire parce qu'on ne savait pas où ils étaient allés. Et on essayait de les appeler sur le téléphone de la voiture. Et ils répondaient pas. Et Oui. je crois qu'on avait des beepers aussi. Vous avez Et donc on envoyait des vous avez messages sur fait les tout ce que vous beepers. pouvez pour pouvoir vous... On essayait de rentrer en contact avec eux et eux, ils ne voulaient pas nous dire où ils étaient. Ben oui. Et pour finir, ils se prennent des coups, il y avait des lumières UV, ils sont pris quelques Il y trucs. avait de lumière. des rayons UV, il y avait des grilles Ah oui, électriques, il y avait Moustache qui utilisait sa force pour essayer de... Et je lui disais, ok, tu veux essayer de tordre les barreaux, tu peux essayer de tordre les barreaux, mais c'est électrifié. Donc le temps qu'il ouvre la première grille du truc, la première grille, et il y en avait plein, et il s'était déjà pris la moitié de points de dégâts en électrocution, et en gros, à un moment, ils se sont regardés, ils étaient en mode, ouais, en fait, non, on va pas y aller. Pendant ce temps-là, Bibi, j'avais négocié avec les Trémères T'as prévenu les Trémères. pour dire, vous avez récupéré l'ancien vampire, nous on va récupérer le prince Lodin. Mhm. Et donc, je me souviens, ok, à un moment, au début du dernier scénario, il y a Moustache et Gigi qui sont en mode, qu'est-ce qu'ils font là-dedans, bordel de foutre. Et puis là arrive le commando Trémère, donc des putains de sorciers vampires avec des humains, parce qu'il faut toujours avoir des humains avec. Chair à canon. De la chair à canon. Et Houdini, le blanc, qui est quand même l'un des big boss des Trémères, qui en gros dit à Moustache et Gigi, écoutez Monsieur du sable. Monsieur du Sable, voilà, c'est pas le blanc, c'est Et en Monsieur plus, du Sable. Non, en fait, j'allais dire un truc, mais je peux pas le dire. Parce que pour C'est les autres joueurs, secret. voilà, il y a des choses qui se sont passées Et en gros, que les joueurs ne savent pas. Les Trémères, le scénario commence, Gigi et Moustache sont en mode, oh, on va aller avec les Trémères parce qu'ils vont choper des trucs et sont, et en gros, les Trémères débarquent en mode, écoutez les mecs, vous êtes gentils, mais là, les Trémères sont dans la place. Wop, wop, wop. Et donc, dégagez, allez rejoindre vos potes, et donc, vous allez faire la fin avec les satanistes. Voilà. Et il s'est passé des choses, tu ne sais toujours pas ce qui s'est passé Non, exactement, et évidemment ça aura un impact Bien énorme sûr, sur bien la sûr. suite, mais donc là-dessus, on entame la fin du scénario. Voilà. Ils vont tous, un peu en mode grumble, on n'a pas nos deux fins, on va chez les satanistes, et ça a nouveau été le bordel. Alors, on rencontre le journaliste qui avait écrit l'article de merde, qui en savait beaucoup trop. Oui. Qui en savait beaucoup trop. Ce personnage est aussi un personnage qui va revenir, et c'est un humain qui en sait trop sur les vampires. Mais, comme à nouveau, j'avais pu augmenter ma domination pour farfouiller dans sa mémoire, on change un petit peu sa mémoire, et on a essayé d'en faire un espèce de contact grâce à la présence de Gigi. Et la première chose qu'on rencontre, c'est un bouc. Le bouc. Alors donc, on est 5. Le putain de bouc. On est 5. Donc il y a les 4 vampires, 4 joueurs, plus Magoul, donc parce que moi je sais pas me battre. Et donc Magoul, c'est lui qui se bat à ma place. Je vais juste te dire que moi, en tant que maître de jeu, j'avais mal considéré la ligne qui est dans le bouquin, qui dit, bah oui, les cornes. Donc en gros, mettons les choses en place. Le culte sataniste, c'est l'ancienne goule du prince Lodin de Chicago, qui a été trahi, et qui veut se venger des vampires, et qui veut créer
une espèce de coalition de ghouls, d'humains qui boivent du sang de vampires. C'est l'inverse du sabbat. C'est des humains qui se disent, mais les vampires, on va les foutre dans des cages, et puis on va boire leur sang, et puis ça va nous rendre immortels, parce que nous, les humains, il en avait gros sur la patate, hein, la ghoul en question. Et donc il a créé un culte sataniste, où à force de boire du sang de vampire, il a commencé à devenir un peu immortel, à avoir des pouvoirs. Et cette secte va revenir quand même, parce que c'est un truc qui est Et en relativement... plus, ils sont partis dans la nature. Ah bah bien sûr. Et donc, l'un de leurs tripes, l'un des tripes de la Goule pour que la secte fonctionne, c'est d'organiser un festival. Ils sont arrivés en plein pendant le festival, où en gros on prend un bouc normal, hein, qui fait bébé, Ouais. et on lui fait boire du sang de vampire, en très grande quantité, jusqu'au moment où il devient une espèce d'abomination énorme et horrible. Et donc, dans le scénario, il est mis, les vampires vont être accueillis par le bouc ghoul. Et il y a une petite ligne dans les cas, un truc que j'avais un peu sous-estimé, qui est les cornes du bouc font des dégâts aggravés. Alors, détail Ce technique. qui a tout chamboulé. Détail technique. Il y a 3 types de dégâts dans Vampire. Il y a les dégâts contendants, les dégâts mortels et les dégâts aggravés. Ouais. Alors, les dégâts sur un vampire. Les dégâts contendants, ça fait rien. Tu fous un coup de poing à un vampire. Tu peux taper sur un vampire avec une batte Ça- de baseball, il s'en branle. Alors, techniquement, ça peut faire des dégâts, mais à moins de vraiment des jets incroyables, les dégâts contondants, ça fait presque rien. Les dégâts mortels, ça fait pas grand chose non plus. Un vampire qui Tu se peux- prend une balle. Si tu tires des balles de flingue sur un vampire, ok, il se les prend, ça abîme son corps, mais il est en mode... Ses organes, putain. ses organes sont pas fonctionnels. Tu peux le couper en morceaux. Un sans la vampire douleur. peut se prendre une grenade et avoir la moitié du corps arraché, il va continuer... Il est emmerdé parce que son corps n'est plus vraiment fonctionnel, mais c'est un mort-vivant, un vampire. Donc Et- ça va. Puis il y a les dégâts aggravés, et les dégâts aggravés, c'est ce qui peut tuer le vampire. Qu'est-ce qui fait des dégâts aggravés? Le feu, Le Et- soleil, le soleil, j'allais dire le pieu dans le cœur, mais non, parce que c'est pareil. D'ailleurs, précision, pieu dans le cœur pour le shérif, il n'est pas mort. Il est en torpeur, c'est-à-dire qu'il dort de ouais. manière forcée, Ouais. mais il n'est pas mort, le shérif précédemment. Et qu'est-ce qui fait surtout des dégâts aggravés? Les griffes Les et les loups-garous. crocs des créatures surnaturelles. Oui, des autres créatures surnaturelles. Et donc, Et les boucs sataniques. j'ai là ce bouc géant avec des caracs, ma foi, fort velus. Et je me dis, ça va être une bonne entrée en matière. Ils vont, les joueurs, je vais un peu leur secouer le cocotier. On monte en parlant de cocotier, on monte dans les arbres. Ah ben, Tous, sauf dès que le bouc arrive, tout le monde monte dans les arbres, sauf Moustache. sauf Moustache. Qui se dit, je vais quand même pas me laisser intimider par une chèvre, je sors mon flingue. Ça fait pan-pan. Je sais plus s'il a touché ou pas. De toute façon, ce truc avait, je sais plus combien de lignes de points de vie, mais c'était hallucinant. Et donc, je touche. C'est très bien. Ça dépend pour qui. Et c'est-à-dire qu'après, je me dis, et je suis en jeu, hein. Là, je suis derrière mon paravent. Et je me dis, ah ouais, je vais lancer tout ça comme point de dégâts? En aggravé? Parce que face à des dégâts C'est- aggravés, Écoute, un vampire est aussi vulnérable qu'un qu'un humain... qu'un humain qui se prend Oui. une balle, quoi. C'est là, en gros, c'était comme s'il allait se prendre un camion dans la gueule. Et franchement, c'est parce que c'était Moustache et qu'il avait sa force d'âme, donc il a une endurance surnaturelle. Sinon, le joueur aurait été tué. Et donc, je lance mes dés. Bon, ok, tu te prends autant. Et donc, il avait perdu la moitié de ses points de vie. Je lui explique qu'en gros, Plus il est la écrasé contre un arbre par le bouc. Et il est tout seul au sol. Et il est tout seul au Contre sol le bouc. contre le cyberbook. Et après ça a été, vous l'avez tué en un tour, de nouveau. Parce Donc, que on a commencé à tirer comme des malades. Hmm. Et on a fini par l'avoir, je crois que au final ça a été, mais donc Moustache se retrouve avec des malus de malade. Avant même le combat final, le perso de Moustache est déjà plié en deux avec la cage thoracique Voilà. pétée, quoi. Parce qu'un vampire qui se prend à nouveau des coups d'épée, des balles ou des trucs comme ça, ça fait des trous, mais tu vas boire quelqu'un et c'est bon, tu récupères tes points de vie. Et des dégâts gravés, non.
Non, il faut des jours, des semaines. Ouais. Et donc là, je sais plus très bien ce qui s'est Évidemment, passé. on récupère les cornes. Alors, oui, donc vous récupérez. Alors, évidemment, ils me disent immédiatement, bah, on scie les cornes ou on les casse. Et puis je me dis, ah ouais, ils ont maintenant un truc qui fait des dégâts aggravés. Et sur le moment, et de nouveau, je ne capte pas, et je me dis, bah c'est bien, ils ont un truc qui fait des dégâts aggravés. Ça va être chouette. Sans me rendre compte que mon boss final, il n'y craint qu'une chose. Les dégâts aggravés, bordel. Mais sans ça, on l'aurait pas eu non plus. Oh, on serait mort. vous étiez censé faire une belle baston, mais vous avez Ouais. rien fait. Mais bref. On a tout Et fait. donc, alors il y a toujours le journaliste qui est dans un buisson en train de faire parce qu'il était complètement paniqué, que vous avez jarté avec la goule de Gigi. Ouais, alors on rencontre aussi les satanistes qui pourchassent la goule. Il y en a certains qui avaient mis des capes noires et qui arrivent à les baratiner. Ouais. Je sais plus qui, c'est pas moi forcément parce que moi je suis un gamin. Ça devait être, à mon avis, c'était Moustache et Gigi. Et puis on en arrive On à arrive à une baston finale Voilà. typique de White Wolf dans une carrière. Donc une espèce Ils d'arène. aiment bien les carrières. Hein. Ils aiment bien les carrières. Ouais, mais j'ai relu quelques scénarios. Ils aiment bien les batailles finales dans des carrières. C'est comme dans Bioman. Exactement, voilà. Et donc là-dessus, il y a une trentaine de satanistes avec le chef des satanistes qui fait bientôt nous allons manger le vampire et nanani nanana. Et donc vous arrivez comme des touristes. Ouais. Euh, Non, on essaye de se planquer. Oui, et toi t'as foiré. Moi, je rate mon jet de furtivité. de furtivité, de discrétion. Mhm. Mais ça n'aurait rien changé. Parce que, clairement, tu nous as dit que il nous montrait du doigt et il nous a repéré. Il avait, je sais pas, un regard spécial. Il voyait l'aura, je suppose. Il voit les auras. Il Voilà. voyait les auras. Mais Donc, voilà. Donc, il y a cette espèce de culte où il y a à nouveau cette goule de Ledine, dont je me souviens plus le nom. il s'appelait... Mais bon, qui était le chef Quoi de cette Je espèce sais de plus. culte. Enfin, le chef des satanistes. Donc, nous, on essaye un petit peu de nous mettre là-dedans. Et lui, donc, il explique qu'ils vont faire le rituel final, etc., etc. Et il y avait, je pense qu'il y avait Lodin qui était sur la scène à ce moment-là. Lodin était... Non, il n'était pas encore sur la Non, scène. Il était dans la Il salle était à pas l'arrière. inconscient sur la scène, je sais plus. Enfin, bref. On se doute qu'il est là. Écoutez, Et quand on arrive, en moi gros, je masterise et je suis des gouttes carrées à ce moment-là. nous, il nous repère directement pour deux raisons. De un, de par nos auras. De deux, parce que moi, j'ai foiré. Donc, ils voient un gamin qui arrive. Donc, ah, allez-y, les satanistes. Et là, de nouveau, Alors, et en tant que maître voilà. de jeu, c'est... Et nous, on n'est Mais pas fiers, hein. comment tu gères ça? Ok, il y a 30 humains qui vont aller vers les vampires pour essayer de les tailler en pièces. Et donc je me dis, ils vont avancer lentement, en mode... il y avait un peu de ça, ouais. Et au final, c'est devenu un massacre. Parce que je crois que Gigi avait récupéré une mitrailleuse. Alors, ouais. Ah ben, je me souviens que vous les avez tous abattus on les comme a- des chiens. Alors moi j'ai fait toute une espèce de laïus pour dire que j'étais le fils de Satan, j'étais l'antichrist, ce qui est presque vrai. Et enfin voilà, j'aurais vraiment dit que j'étais l'élu, j'étais le fils du diable et qu'ils aient intérêt à s'agenouiller. Et j'ai fait des bons jets. Donc Mhm. moralité, j'ai réussi à en convertir pas mal qui ont douté. En même temps, il y a Gigi qui tirait dans le tas. Moustache, il pouvait rien faire parce qu'il était trop blessé. Et pendant que nous, on faisait tout ce petit jeu, Val, Ah oui, Val a été... elle Oui, va oui, oui. dans la pièce parce que donc dans cette carrière, il y avait une espèce Au de... fond de la carrière, il y avait une grotte, et le chef du culte était reparti dans sa grotte. Et Val, effectivement, me dit, ben, je me rends invisible, parce qu'elle peut faire ça, et je vais là-bas. Et il se fait que le chef des satanistes, son pouvoir spécial, c'est qu'il pouvait prendre... C'était des histoires de rats, et il y avait des centaines de milliers de rats. Et, j'allais dire que dans mon scénario, il est mis que, ok, quand les aventuriers arrivent, le chef du culte se dit, ok, je suis baisé, je lance ma centaine de rats dans la pièce, et les rats vont commencer à dévorer, parce que dans cette pièce-là, il y a le prince de Chicago, le mec qu'ils sont en train d'essayer de sauver. Et donc vraiment, je me souviens que sur le moment, elle a vraiment fait, ah ouais, le mec ouvre une porte,
Il dit, ouais, bien alors mes enfants s'occuperont de vous. Brrr. Et là, il y a des centaines de milliers de rats qui commencent à se déverser dans la caverne, qui montent sur le prince de Paris. Je lui dis, et les rats, ils sont habitués à manger du sang de vampire, donc ils commencent à dévorer. Et, et quand elle ressort, Donc nous, elle est en train... on la voit sortir. On la voit sortir, elle est couverte de rats, et elle est en train de tirer le prince de Chicago qui est couvert de rats aussi en mode aidez-moi, C'est en bordel! train de sucer leur sang. Et en fait, ça, c'était pire que tout. Oh, ils étaient géniaux, ces petits rats. C'était le moment où on a le plus stressé. Parce que Là, je vous ai... on n'a pas beaucoup, on n'a pas tant de sang que ça. Mm. Et il commence, donc Val Les commence rats sont des centaines de Putain. milliards de petites saloperies qui grimpent sur les vampires et qui leur pompent leur sang. Heureusement, moi Point par point. j'avais mon pouvoir pour augmenter mon endurance. Mhm. Et on commence à essayer de tirer le Dean hors des rats. Et Val, moi, et je sais pas s'il y avait les autres. Moustache, il se planquait un petit peu parce qu'il était super mal. Et quoi qu'il en soit, on essaye de sauver le Dean. Mm. On fait tout ce qu'on peut. En fait, je crois qu'en gros, Val et moi, on le tire pendant que les autres commencent à tuer les rats. Je crois que c'est plus ou moins ça. Et on y arrive, mais vraiment à la... au poil... Enfin, À la dernière... moi, dernier poil de cul. il me restait plus qu'un point de sang. C'est aussi simple que ça. Ouais. On arrive plus ou moins à chasser les rats. Et là-dessus, je te laisse la fin. Bah, donc tout ça était censé se terminer sur un final grandiose, puisque le chef du culte avait encore quelques bouteilles du sang de l'ancien. En fait, et ça finit comme Brain Dead. c'est fini comme Brain Dead, voilà. Moi, j'ai complètement la fin de Brain Dead en tête. Et il boit toutes les bouteilles de sang d'ancien, et donc cet humain est complètement déglingué par le sang de vampire qu'il vient de boire, et se transforme en un rat géant. En un rat géant. Et c'est parti pour la baston finale! Et donc j'explique qu'ils entendent des grognements et que et donc c'est un peu c'est body horror, c'est Akira, ça va chier. Le mec est complètement fou, il est transformé en un rat géant et il commence à sortir et puis Gigi me dit ouais, je me mets d'un côté de la porte et puis Val me dit je me mets de l'autre côté de la porte. On va l'attaquer par surprise. Et moi je suis dans mon mastering et je pense pas trop aux règles et donc je dis il sort et préparez-vous au combat. Et puis ils font une attaque d'opportunité. Avec une attaque sournoise, voilà, avec plus de dés, avec les cornes de bouc qui font des dégâts aggravés, et mon monstre a eu le temps de sortir, de faire et puis il est mort. Et j'étais déçu. Ça a duré 2 tours. Mais déçu. Parce qu'il y a un tour où je l'ai occupé. Oh, j'étais mauvais. Et franchement, et t'étais super mauvais. à la fin du scénario, en gros, je me suis dit, ok, je vais faire revenir les satanistes, tiens, pour leur pourrir la vie. En gros, si on le tuait pas à ce moment-là, on était foutus. Mais non, ça aurait fait un combat intéressant. Mais on était presque tous morts. Oh là là. On était tous à 1 point de sang. Mais jouez-moi vos violons, on était tous presque morts, quoi. Oh, tiens, je te joue un truc sur le plus petit violon du monde. On était tous presque morts. Oui. Et donc, moralité, en effet, le boss, il a pas fait long feu. Et ça arrive, ça fait partie. C'est ça, les jeux de rôle. Et Val, parfois, elle fait des jets de malade. Et c'est ce qui est arrivé. Non, mais c'est vrai. Et donc, mon boss est mort en un coup. Et puis, j'ai fait revenir des satanistes. Et je me souviens qu'on a arrêté le scénario là. Et entre les 2 scénars, j'étais en train de d'écrire une vengeance. En me disant, ok, je vais faire revenir des satanistes, mais qui en plus ont des pouvoirs. Et puis, au final, je me suis juste dit, mais non, c'est la fin du scénario, et puis il faut le terminer. Et c'est comme ça. On a sauvé que le Dean. vous avez sauvé le prince Ledine. Ouais. Étrange personnage. Tu nous as plus d'une fois dit, mais pourquoi est-ce que vous le sauvez? Tout était prévu. On aurait pu le tuer ou faire n'importe quoi avec, mais on voulait absolument le sauver pour... De 1, c'était la mission que vous avez donnée le prince de Gary, et de 2, moi je voulais qu'il nous sorte de Fable. C'est-à-dire que, voilà, il y avait trois fins possibles. Que vous laissiez crever le prince, que vous sauviez le prince, ou que vous vous occupiez vous-même d'aller sauver l'ancien chez les chasseurs de vampires. Et tout ça... voilà, vous avez sauvé parmi tous ces choix, vous avez sauvé le prince. Ça aura un impact sur le reste de la campagne. Bien sûr. Et le reste aussi. Et j'ai bien hâte de reprendre Vampire.
Mais parce qu'on a fait depuis le début du confinement, on n'a pas rejoué à non. Vampire. Mais bon. Mais ça va revenir. Mais donc, en gros, la fin, elle est assez simple. On arrive à repartir avec le prince. On a des petits soucis sur le chemin, mais c'est pas rien de très grave. Qui est KO, qui finit par nous emmener. Il y a une espèce de réunion entre tous les vampires les plus importants de Chicago qui sont en train de se réunir pour déterminer qui va être le nouveau chef, avec Ballard. Ballard, qui avec trône. Capone. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Capone. Il y a Capone. Il y a Ballard qui trône et qui est en train de dire plus ou moins c'est moi le nouveau chef. Et donc nous on arrive Et en accompagnant le prince. Et je vous ai passé, la musique que je vous ai passée à ce moment-là, c'était White Room. In the right room, na, 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 na. Enfin bref, cette scène-là, j'avais bien préparé. Encore une fois, j'étais très content de la manière dont ça s'est passé. Et on s'est pavané devant tous les plus grands vampires de Chicago. Eh bien, nous, on était juste à côté du prince. Et ah, maintenant, le prince de Chicago est votre best friend forever. Et j'en demande pas trop non plus parce que voilà. Mais c'était des points gagnés, c'est ce qui compte. Et au final, donc on lui a donné la lettre, il l'a lu, on a vu un peu toutes sortes d'émotions passer sur son visage. Et vous ne saurez jamais ce qu'il y avait dans cette lettre. Et on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans cette lettre, si ce n'est que le prince de Gary, Mobius, demandait... En fait, le Dean lui interdit de faire de nouveaux enfants. C'est ça. Il interdit aux vampires des villes avoisinantes de créer des nouveaux vampires. Voilà. Et donc, il les asphyxie un petit peu. Et sauf qu'ils peuvent recevoir des vampires. C'est ce qui nous arrive à nous. Donc, ils peuvent recevoir des vampires qui ont été créés ailleurs. Et ça a fini un petit peu comme ça. On a été voir Mobius, qui était tout triste au début, et puis qui s'est dit, oui, mais c'est bon, je vais refaire la ville, je vais continuer à inviter plein de vampires, et nous allons blablabla. Et donc maintenant, nous sommes un petit peu à nouveau entre les deux. Est-ce qu'on va se mettre du côté de Modus, est-ce qu'on va se mettre du côté de Ludin, ou on va probablement plutôt faire un peu les fils de pute qui jouent sur tous les niveaux? Je pense que c'est un début de campagne qui vous a plu. Oui, tout à fait, complètement. Non, c'était très chouette. Mais donc j'ai décidé d'arrêter. Je vais maintenant jouer Metro 2033 et on va faire des jeux de rôle chiants maintenant. Et très longue vidéo, putain. Oui. J'espère que ça vous a plu, chers voyeurs. Ben, j'espère en effet que cette longue aventure vous aura plu. Et puis il va falloir qu'on rejoue à Vampire quand même. Hein. Et Florian va rejoindre Vampire alors? Non, pas du tout. Tu vois le gros malaise. Ah non. Parce que donc Florian, ancien joueur qui n'a plus joué avec nous. C'est quand même le mec qui a masterisé les Cités d'Or, Springfield. Ouais. Dans Springfield, c'était... Oui. Bref. Écoute, oui, avec plaisir. Mais il faut qu'il puisse se déplacer et venir. Voilà. Donc, suite de Vampire, quelques petits spoilers pour la suite. On a joué à Patient 13. Patient 13, voilà. Oui. On verra si on continue ou pas. Ok. Je crois qu'on pourra en parler. On a joué à Rêve de Dragon. Rêve de Dragon des critiques. Faudra qu'on en parle. Ce sera à mon avis une vidéo plutôt courte, mais bon, ça peut être quand même intéressant. Vous inquiétez pas les voyeurs, il y a du jeu de rôle sur le feu. Et évidemment, il y a Eaterpunk que vous avez vu peut-être un peu passer en actual play. Et là, je suis en train de vous faire un nouveau scénario pour votre groupe. Système des critiques, hein, bientôt les bouquins. Mais Gilus, sois pas aussi humble. Vous savez que Gilus sort son jeu de rôle? Hein? Vous êtes au courant? Vous savez que sur Lulu, vous pouvez acheter à vil prix? Pas encore. Ah bon, pas encore? Je suis en train de faire les dernières relectures. Ah. Et ensuite, ça va probablement être sur Lulu, et donc je mettrai un lien sur eaterpunk.net. Mais je vais déjà prendre. Et il rampe. C'est répugnant. Vous aurez prochainement... Vous avez vu ça? Vous savez ce que c'est, ça? 3 bouquins du système... De la sueur, de la passion, et ça coûte pas cher? Attendez les amis. C'est gratuit.
en téléchargement PDF. Mm. Et les bouquins, j'y gagnerai rien ou presque rien. Je vais vous faire payer l'impression. J'ai lu tu es un mauvais commerçant. Je sais. Mais bref, voilà, il y a quand même le putain de système des critiques là qui est maintenant disponible et qui vous permet de donner vie à n'importe lequel de vos univers. Tu veux faire un jeu de rôle Dark Crystal ? Bam bam pouf, des critiques mon vieux. Tu veux faire un jeu de rôle Alors, Casa des Papel ? Bam bam poum, des je critiques pense, mon vieux. Je pense très sérieusement faire Tu veux un faire- scénario L'Attaque des Titans. Tu veux faire un jeu de rôle Muppets ? Bam bam Bien sûr, boum, Muppets. des critiques mon pote. Et voilà, et donc bon, en même temps si c'est pas encore en vente. Système de règles génériques. Il y a des dernières relectures qui sont en cours, mais vous pouvez déjà aller chercher. La relecture, c'est que des petits détails. C'est que des petits détails, parce que le système fondamentalement va plus changer maintenant. Quitte. Je pense pas. Je crois que si jamais je devais refaire un système, je partirais de zéro sur un autre truc. Eh bien. Parce qu'il y a un moment où il faut que je dise stop, maintenant j'arrête de toucher à ce truc-là. Mais voilà, donc oui. Vampire. On reviendra bientôt avec des nouvelles aventures et on a encore des choses à vous raconter. Peut-être qu'un jour on fera la vidéo sur Earthbound, dont on parle depuis le tout premier épisode, à peu de choses près. Mais quand tu veux, Gilles, Voilà. quand tu veux. Et puis un peu le fourre-tout, et puis avec des épisodes avec nos joueurs. On a plein de projets qui sont en pause forcément avec le confinement, qui ont été mis en pause pour le confinement, et ça reviendra. Et putain, cette vidéo est déjà bien assez longue. Et là, je vais devoir vous dire, les amis, à la prochaine! Bye bye bye. J'ai un cheveu dans ma main.